pourrait appeler cette partie les discours des méthodes contre un discours de la méthode. Dans notre entretien précédent, nous avons parlé de la diversité des choses, de ce que vous appelez aussi, à la suite de François Lurçat, je crois, la bigarrure de l'être, oui. Le fait que les choses nous apparaissent dans une apparence donnée, avec une forme donnée, et que l'apparence, c'est la dernière générosité de l'apparition, d'une certaine façon, et qu'il faut reconnaître cela. Donc, le fait que les choses aient une forme typique, une essence, il ne faut pas mépriser l'essence au nom du pur apparissement, la pure apparition, du pur éclair de l'être. Voilà. Alors, ça me permet d'arriver à un second point, qui est un point qui concerne la méthodologie, finalement. Il y a deux choses. D'abord, il y a votre propre itinéraire. Je pense que vous n'êtes pas venu avec une intuition, comme les fondateurs de systèmes. Votre pensée s'est élaborée comme un lecteur. Vous avez d'abord, et ça a été le cas de très grands, je pense dans l'Antiquité à Plotin, mais je pense aussi, de manière plus contemporaine, à mon maître Jean-Louis Chrétien, un commentateur. Vous avez lu des textes, vous avez lu des auteurs, et d'emblée, d'une certaine façon, on pourrait dire, votre pensée s'élabore sous le jour de cette diversité de lecture. Ce que je veux dire, c'est que déjà, votre propre méthode à vous, oui. C'est une méthode qui est plurielle, qui est de lire les auteurs et de vous poser d'abord comme penseur en tant que lecteur. Quel est le rôle pour vous de cette lecture, de cette... vous ne faites pas table rase, vous n'êtes pas dans votre poêle en disant nous allons reconsidérer toute chose. Ce n'est pas le geste cartésien, on va y reparler. On a parlé du discours de la méthode, justement. Voilà. Donc déjà, votre geste qui est celui de vous poser comme héritier et comme lecteur. Oui, donc, je pense pas. Nous allons parler des méthodes au sens de méthode scientifique, mais là vous me posez une question mais c'est un lien, sur mon itinéraire et ma méthodologie entre guillemets. Oui, c'est ça. Et méthode, enfin n'oublions pas, méthode c'est un chemin, c'est un cheminement, je pense étymologiquement. Bon, donc en effet, alors là c'est évidemment c'est un regard rétrospectif sur mon itinéraire. Méthode étymologiquement, c'est ce qui vient après le chemin, c'est-à-dire c'est celui qui a fait le chemin et qui après dit aux autres, d'une certaine façon, voilà comment j'ai fait. Tiens. Et donc, c'est ça ce que je vous demande. Cette rétrospection, c'est précisément ça. D'accord. Donc, effectivement, au départ, j'ai pas une certaine idée, un certain système. Il y a des lectures, il y a eu beaucoup de différentes phases je crois que j'ai été aussi très marqué par Merleau-Ponty. Je pense qu'il y a vraiment quelqu'un dans ceux que j'ai lus depuis le début, c'est Merleau-Ponty qui m'a marqué à la fois par la diversité de ses intérêts, justement chez Merleau-Ponty, ses cours au Collège de France sur le langage, la littérature, le vivant, les questions politiques, etc. Donc c'est une attitude générale que j'ai reprise à mon compte. Et puis aussi là, même une clarté aussi chez Merleau-Ponty, même une belle prose française, Merleau-Ponty. Donc ça, je pense que je lui dois beaucoup. Mais alors, il y a eu, en effet, des rencontres avec, aussi par le biais de traduction. Je suis aussi un traducteur. Enfin, j'ai même passé pendant quelques années, donc vécu comme traducteur professionnel. Mais aussi, je découvre des livres, surtout de langue allemande. J'ai envie de les faire connaître et donc je les traduis. Voilà. Donc, le travail de traduction, évidemment, est spécifiquement, évidemment, une manière de s'adapter à une langue, à un auteur, etc. Alors, en ce qui concerne l'élaboration de ma pensée, puisque maintenant je suis, et notamment grâce à
à nos entretiens dans une phase où je prends peut-être conscience, je ne dirais pas pour la première fois, mais en fait de manière aussi claire, de la cohérence de ce que j'ai élaboré au fil des ans, voilà, qui ne m'était pas apparu aussi clairement jusqu'ici. Alors, il y a eu, comme vous le savez, plusieurs rencontres. Il y a eu Adolphe Portmann. J'ai découvert Portmann. Alors, je ne sais pas comment ça a commencé, évidemment. Qu'est-ce qui fait que j'ai eu... c'est parfois difficile d'essayer de reconstituer la première rencontre avec un auteur, souvent d'ailleurs avec des personnes qui ont compté dans votre vie. On a parfois oublié comment les choses ont commencé. Enfin, toujours est-il que, s'agissant de Portmann, donc je me suis mis à le lire très attentivement et à comprendre de l'intérieur sa démarche aussi intellectuelle et méthodologique, dont nous reparlerons peut-être plus tard, enfin dans un autre entretien, la question tout de même d'horizon de sens, qu'il faut apporter quelque chose, un horizon pour comprendre les phénomènes dans leur singularité. Donc je pense que Portmann a été important dans l'élaboration de ma propre pensée. Donc voilà. Donc je ne sais pas ce que je pourrais encore dire. Oui, mais c'est vrai que oui, il y a Portmann, il y a eu l'échec Kolakowski. Kolakowski c'est un peu différent. Oui, Kolakowski, ça c'était aussi une rencontre importante. Plutôt alors pour définir plutôt un cadre d'ordre moral et politique, enfin ce que j'appelle souvent alors la découverte de l'humanisme d'Europe centrale, une autre attitude aussi vis-à-vis de la tradition, la langue, la religion, la nation que ces peuples ont entretenu et qui m'a fait découvrir autre chose que ce qui prédominait encore jusqu'au début des années 70, c'est-à-dire l'esprit 68, enfin la rébellion contre l'ordre en tant que tel, etc. Donc, oui, c'est une dissidence qui est une dissidence au profit de la culture et de la tradition, voilà. Plutôt qu'une dissidence révolutionnaire, parce qu'en voilà. en Europe de l'Est, la révolution avait gagné d'une certaine façon, et on a vu ce que ça donnait. Mais alors, justement, j'ai l'impression qu'il y a cette modalité un peu mineure de faire de la philosophie. D'abord, de lire parfois, de commenter des auteurs qui ne sont pas mainstream, qui ne sont pas les grandes figures de la philosophie. Choisir Portmann, qui est un zoologue, par exemple, mais devenir d'une certaine façon le phénoménologue ou le philosophe de Portmann, c'est-à-dire dégager en fait des ressources conceptuelles à l'arrière-plan, qui restent à l'arrière-plan chez Portmann. S'intéresser à des auteurs comme Kolakowski. Dans notre précédent entretien, on a parlé de Léon Krier ou de Gruber, qui sont pas Karl Gruber, qui ne sont pas très connus finalement, aussi qui sont des auteurs mineurs. Et vous dites dans un de vos textes justement qu'il y a peut-être, ça fait partie de votre vision de la diversité et de chaque chose, donc chaque personne aussi dans ses contours apporte des choses à la pensée. Mais vous dites que il y a des auteurs qui apparaissent comme mineurs, mais qui au fond sont des lieux profonds de pensée, de réflexion sur le monde. Absolument. Et donc ça peut être précisément des architectes, des logistes, des écrivains. Et donc là, oui, ça c'est une sorte de conviction fondamentale que j'ai, que peut-être qui était aussi déjà chez Merleau-Ponty, dont je viens de parler, c'est qu'il y a de la pensée ailleurs que chez les philosophes, on pourrait dire. Voilà. Et une pensée qui est souvent beaucoup plus articulée qu'on ne pense. Voilà. Mais justement, alors c'est ça mon travail, et je pense mon talent, c'est de comprendre l'intérieur et de reconstituer cette cohérence qui est là, que je n'ai pas... je pense apporter moi-même de l'extérieur. Voilà. Je pense que ça, c'est ce que j'ai fait à de nombreuses reprises. Alors justement, ce qu'on voit de votre travail comme lecteur, c'est que, bien sûr, ou comme traducteur, vous apportez vous-même dans cette lecture, dans cette réaction, mais en même temps,
vous vous adaptez, vous êtes dans une position de réceptivité, d'écoute. Finalement, vous adaptez à l'auteur, vous adaptez et vous essayez de dégager quelque chose. C'est une Je permets de dire, au fond, j'en ai parlé jusqu'ici à plusieurs reprises de la phénoménologie, mais il faut au moins nommer l'herméneutique. Hein. Donc il y a tout de même Gadamer, que vous aviez rencontré. Que j'ai rencontré, que j'ai beaucoup lu, et puis l'herméneutique comme précisément cette... pas cette méthode, cette méthodologie, mais plutôt toujours la recherche d'une compréhension appropriée à la pensée ou à, évidemment, l'expérience d'autres êtres humains. Enfin, donc, l'exigence de comprendre. Voilà, comprendre. Voilà. C'est quand même ça. Alors, il y a différentes variantes, évidemment, d'herméneutique, mais enfin, tout de même, c'est un courant de pensée qui compte pour moi et dans lequel je me reconnais également. Alors, justement, cela signifie aussi pouvoir s'adapter à chaque type d'objet d'étude. Et c'est là où on peut parler d'une méthodologie qui implique, elle aussi, une pluralité en fonction des domaines d'étude, une pluralité de méthodes. Et donc, j'aimerais que vous me rappeliez un peu, vous pensez qu'il y a eu des époques, finalement, de la méthodologie, et d'une certaine façon, bien sûr, il y a ce moment moderne où les mathématiques deviennent le modèle de toute méthode, de telle sorte qu'il faudrait que tout ramener d'une certaine façon au mode de déduction mathématique pour fonder un discours vrai sur n'importe quoi. Et il y a eu cette tentation, cette réduction aux mathématiques. Mais ça n'a pas été toujours le cas, et justement, vous distinguez par rapport à ce type de réductionnisme-là. Oui. Alors là, il faut dire une chose, évidemment, en guise de préambule. Moi, au départ, je suis un pur littéraire. Je n'ai aucune formation scientifique. Hein, et donc, c'est petit à petit que je me suis rendu compte j'ai pris conscience des questions qu'on appelle épistémologiques, et petit à petit, je me suis intéressé aux sciences, surtout par le biais de la science du vivant, mais enfin d'une manière aussi plus générale. Et il me semble alors qu'il y a lieu de... la science a été... cette science, disons, réductionnisme, a été à juste titre violemment attaquée. Hein. Je songe par exemple à Michel Henry ou à des auteurs tels que celui-là. Ou déjà chez Heidegger, la science ne pense pas. C'est plus complexe chez Heidegger. On sous-estime Heidegger, où il y a cette phrase qu'on cite souvent, mais Heidegger connaissait très bien les sciences, et il y a beaucoup de choses très intéressantes. Donc moi je dirais qu'il y a peut-être aujourd'hui, dans la conjoncture actuelle, un peu lieu de sauver les sciences contre elles-mêmes, si j'ose dire. Enfin, c'est-à-dire précisément, mais en s'appuyant sur quelques grandes figures sur lesquelles on va revenir. Enfin, donc, et de montrer que c'était aussi un des sujets ou un des titres d'une de mes conférences, une autre science du vivant est possible. Donc, qu'il faut délivrer la science elle-même, ou la représentation qu'on a de la science, de cette science réductionniste, et donc d'une science qui, en effet, raisonne comme s'il n'y avait qu'une seule méthode. Voilà. Et là, il y a eu, je crois, quelque chose, une évolution très intéressante qu'on peut situer peut-être vers la fin du XIXe siècle, jusqu'à encore 1930, 1940, des scientifiques qui se sont mis à précisément mettre en question donc ce primat d'une méthode unique. On trouve ça d'ailleurs aussi chez Husserl. Il y a des choses extrêmement intéressantes chez Husserl. La régionalité de l'être. Voilà, il y a la régionalité ontologique, la régionalité, ça c'est tout un pan, une veine, au fond, très intéressante à l'intérieur de ce grand livre qu'est les idées pour une phénoménologie de Husserl, donc différents chapitres sur la régionalité ontologique. Et puis aussi, il y a l'un ou l'autre paragraphe où il s'en prend à l'idée que,
le critère de la scientificité serait l'exactitude. Voilà. Il dit, ben non, il y a des sciences qui doivent être inexactes parce que leur objet n'est pas dans l'exactitude, justement. Alors, il y a de très belles descriptions aussi d'un vocabulaire propre à décrire une feuille, une fleur, etc. Et un vocabulaire qui n'est pas celui de cette rationalité telle qu'on l'entend habituellement. Mais Husserl, là, Husserl retrouve Aristote avec la distinction des modes de procédé selon les approches. Il insiste beaucoup, par exemple, au début de son éthique, que l'éthique ne peut pas avoir le même mode de procédé que la métaphysique ou que les mathématiques. Parce que, et il parle d'une vérité approchée dans le cadre de l'éthique, et il prend comme exemple le médecin et l'astronome, d'une certaine façon. Qu'un astronome puisse annoncer à la seconde près le moment d'une éclipse solaire ou lunaire, c'est normal, puisqu'on est dans un degré où le monde est mathématisable. Mais qu'un médecin dise à son patient « vous allez guérir demain à 13h33 », là, ce serait un charlatan. C'est-à-dire qu'il y a des lieux où même le discours, la prétention à l'exactitude, par exemple la mathématisation de la morale, comme ont voulu faire certains utilitaristes, est le signe d'une imposture, est le signe d'une charlatanerie. Mais il faudrait que je relise ce passage d'Aristote. Mais j'ai songé, alors aussi, il y a un passage qui est très souvent cité, que j'aime beaucoup, d'Aristote précisément, où il s'agit de la démonstration, le fait de démontrer, de prouver, de démontrer. Et Aristote dit c'est une absence d'éducation, apaideusia, donc une absence de culture finalement, que de ne pas savoir ouvrir l'œil sur ce point, pourquoi il est de saison, enfin c'est la traduction, et de saison, la recherche d'une preuve, et pourquoi non. Donc il y a cette idée, enfin qu'il y a... que ça fait partie aussi de l'éducation, de la culture, du tact. Moi, j'appelle ça le tact. Enfin, se rendre compte qu'il y a des situations, des objets qui ne se... Où la vraie rigueur n'est pas l'exactitude. Voilà. Et alors, justement, on parlait de Heidegger. J'ai découvert récemment tout un texte assez peu connu de Heidegger sur les sciences, précisément, dans l'édition complète. Et... Heidegger parle à nouveau de l'exactitude et il met en avant l'idée de rigueur, streng, voilà. Et donc ce qui est l'exigence fondamentale, c'est d'être rigoureux. Mais cette rigueur doit être trouvée, en quelque sorte, inventée selon le type d'objet auquel on a affaire. Il y a une rigueur face à une œuvre littéraire qui ne veut pas être la rigueur qu'on a en astrophysique, et il y a une rigueur à avoir aussi. Alors si on prend les sciences dites dure, la rigueur en biologie ne peut pas être la même que la rigueur en sciences physiques, finalement, parce qu'on étudie un objet, le vivant, qui est distinct. Et donc, toute réduction du vivant à du physico-chimique, par exemple, réduction donc physicienne du vivant, serait un manque de rigueur. Voilà, exactement. C'est ça. C'est ça. Alors, justement, vous avez donc déjà... évoqué tout à l'heure donc le nom de François Lurçat. Donc je disais, moi je ne suis pas un littéraire, mais j'ai eu des lectures, j'ai fait des rencontres qui m'ont ouvert les yeux sur... Et François Lurçat est un de ceux qui a été un peu mon maître en la matière, si vous voulez. Quand j'ai lu son livre L'autorité de la science, c'était vers la fin des années 90, donc ça m'a fait connaître beaucoup de choses, et puis j'ai fait sa rencontre, nous avons beaucoup discuté, et Lurçat précisément est celui qui a insisté sur cette mise en question d'une méthode unique et sur cette pluralité des méthodes. Enfin, alors lui d'ailleurs donc étant lui-même physicien et grand admirateur de Niels Bohr, et disant voilà toute la méthodologie de Niels Bohr est appropriée donc je ne sais pas comment il faut dire, enfin disons aux objets quantiques, alors que ce serait totalement absurde, déplacé ailleurs. Et Lurçat, qui était un grand lecteur et un grand aussi admirateur de Lévinas, a
beaucoup insisté sur ce tout premier livre de Lévinas, Théorie de l'intuition, Lévinas commentant Husserl et Lévinas disant exister ne signifie pas la même chose partout. Voilà. Même l'idée d'être, l'idée d'exister n'est pas unique. Enfin, C'est la parole presque initiale de la métaphysique d'Aristote. Être s'entend de diverses manières. Voilà, et c'est vraiment fondamental, la métaphysique, qui étudie l'être en tant qu'être, mais qui justement montre que étudier l'être en tant qu'être, ça n'est pas étudier un genre. Et donc ça n'est pas tomber dans la généralité qui rendrait toute chose uniforme. Et c'est ça le génie d'Aristote, c'est d'avoir saisi que l'être, justement, l'être se présente toujours... Polachos, je crois en grec, la formule multiple. Voilà, se présente toujours de manière signée, de manière déterminée, de manière, avec ce que vous avez appelé un visage précédemment. Mais alors, justement, la réduction n'est pas comme telle à condamner. Vous distinguez bien réduction et réductionnisme. C'est-à-dire que c'est le projet par exemple cartésien qu'on voit dans la 6e partie du discours de la méthode. C'est-à-dire cette manière de voir le vivant comme une machine, de voir, de ramener les phénomènes physiques aux mathématiques, c'est une matière qui a une efficacité, par exemple, puisque ça permet d'opérer sur le vivant, de le réparer, comme on répare une machine. On sait très bien que justement, Descartes a permis la fondation d'une technoscience, d'une certaine façon, dont l'efficacité n'est pas à récuser, et heureusement qu'elle existe, et heureusement qu'elle est là. Donc, cette réduction est légitime à certains moments. Je dirais, même si on ne doit pas étudier le vivant en le réduisant à des phénomènes physico-chimiques, cette réduction mécaniciste, etc., elle a une légitimité s'il s'agit d'opérer, par exemple, sur le vivant. Mais le problème, il est où, alors ? Je dirais, moi, j'ai effectivement, c'est un des thèmes dont je me suis beaucoup occupé, et donc où j'oppose schématiquement réduction et réductionnisme. Donc, et en effet, il est clair que telle science opère un acte premier de réduction ou même d'invention d'une notion qui n'existait pas. Là, j'ai beaucoup lu Heidegger, le commentaire que fait Heidegger de Galilée. Donc, qu'est-ce qu'une chose ? Il y a des choses extrêmement intéressantes mises en évidence par Heidegger. Au fond, Galilée définit le concept de corps. Mais ça n'existe pas un corps. Il y a un mot en italien, donc c'est une chose mentale, cosa mentale, et le corps. Voilà. Donc il y a. Mais alors, une fois qu'on a inventé ce concept de corps, évidemment, ça permet de repérer des choses qui sont dans les choses mêmes, dans l'être même. Donc voilà. Donc il y a moi, ce que j'appelle alors à ce moment-là un répondant ontologique. Enfin, c'est un acte de réduction, où, comme le dit Jonas dans un autre texte, il y a une fiction méthodologique. Voilà. Mais cette fiction est légitime, pour autant qu'elle ne s'oublie pas comme fiction ou comme hypothèse, comme dans le phénomène hypothético-déductif. Alors, en quoi consiste le réductionnisme ? C'est d'oublier l'acte même de la réduction et de dire, voilà, tout est, je ne sais pas, matière, ou alors aujourd'hui, c'est l'information, évidemment. Il y a eu la théorie de l'information. Tout est information. Tout est data. Tout est data, finalement. Gestion des data. Il se trouve que, manifestement, il y a une partie de notre être et de l'être vivant qu'on peut appréhender de cette façon-là. Mais le réductionnisme consiste à dire qu'il n'y a que des datas, et de ne pas apercevoir ce par quoi, précisément, la vie est autre chose que cela. On peut considérer la chose sous forme de data ou d'information, ça peut avoir une efficacité, la cybernétique a une efficacité, mais il ne faut pas oublier que ça n'est qu'une posture méthodologique, finalement, une réduction méthodologique, et que ça ne dit pas l'être dans sa richesse et surtout dans son hétérogénéité. Je voudrais conclure là-dessus vous savez que un auteur qui a eu
plusieurs hétéronymes, qui n'est pas Fernando Pessoa, mais qui est oui. cet auteur Mais espagnol qui peut-être s'appelle avant, oui. Antonio Machado, a écrit un livre qui s'intitule, sous un pseudonyme d'ailleurs, parce qu'il avait sous le nom de Juan de Mareina, donc ouais, c'était pas lui, mais c'était un personnage qui était lui, qui était un personnage de philosophe. Il a écrit un livre qui s'appelle « De l'essentielle hétérogénéité de l'être ». Et il y a cette insistance du poète Machado sur justement ces régions de l'être complètement différenciées, cette différenciation dans l'être qui existe chez nous, une différenciation dans la méthode. Ah ben ça c'est tout à fait... Merci encore une fois de me signaler donc, de grands auteurs que je ne connais pas, donc je ne manquerai pas de les lire. Et d'ailleurs, petit à petit, dans mes lectures, je rencontre d'autres philosophes qui vont dans le même sens. Hein. Donc, récemment, Léo Strauss, je l'ai Alors justement, Léo Strauss parle de cette hétérogénéité noétique, hétérogénéité dans la connaissance qui correspond à une hétérogénéité ontologique finalement. Je crois que le mot est peut-être un peu mal choisi, parce que ce n'est pas uniquement dans notre esprit, elle est dans les choses mêmes. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là écoutez, ça, il faudrait le relire. Justement, j'ai commencé à prendre des notes là-dessus. Il se réfère aussi à la Bible, à la Genèse, et que Dieu a créé les choses selon leur genre. Selon leur espèce. Et en séparant. Et donc là je pense que dans toute cette réflexion, bigarrure de l'être, etc., on rejoint tout de même quelque chose comme une idée, une inspiration fondamentale de la Bible et du judaïsme. La création séparée, comme dit c'est la séparée, et c'est quand même le refus de la confusion. Hein, voilà. Du tohu et bohu. Voilà, donc, et séparée avec tous les rites qui empêchent de mêler le lait de la chèvre, etc. Donc c'est quand même, il me semble, hein, vous me rectifierez, tout à fait. Le judaïsme insiste beaucoup sur la distinction et contre la confusion des domaines aussi. Et je remarque, c'est très... Enfin, je me suis dit aussi en lisant Husserl, alors là c'est peut-être le tout premier texte, en tout cas le plus connu de Husserl, c'est le début des recherches logiques. Donc, livre fondamental publié en 1900, et où il fait la distinction entre un objet physique et un objet psychique. Donc, il y a la conscience se caractérise parce qu'elle est conscience d'autre chose. Bon, ça c'est très connu. Enfin, donc il y a aussi deux types d'êtres, évidemment, l'être physique et l'être psychique. Et Husserl, donc, il y a tout un paragraphe presque d'indignation contre la confusion des domaines. Voilà. Et je me suis dit, est-ce que Husserl, qui était probablement un juif plutôt athée, etc., n'a pas retrouvé dans cette indignation quand même l'esprit du judaïsme. Voilà, c'est la réflexion que je me faisais en lisant le début des recherches logiques. Donc, voilà. Merci Jacques, c'est une belle conclusion, de sortir de la confusion, entrer dans la distinction, sachant que ce terme distinction aussi, on peut renvoyer aussi à une forme de noblesse, d'élégance dans la pensée. Et vous avez écrit un très beau texte qui s'intitule « Noblesse oblige ». Et vous pensez toujours que toute distinction est aussi une obligation pour celui qui la reçoit. Oui. Merci. Merci aussi, Fabrice. Bon, ben là, on a été relativement court, à mon avis. On n'a pas fait tout à fait une demi-heure, non? Ça y est. 29.